Rick 2000, si tu regardes cette émission, Drie wird entwee, that is le dispositif proposé évidemment par Thomas. On va pas continuer en irlandais. Parler ballon sérieusement sans se prendre au sérieux, c'est toujours mieux. Bienvenue dans un nouvel épisode du Clubhouse Football Time, le premier 2025. On vous souhaite d'ores et déjà une belle année en notre compagnie et pour vous, vos projets, qu'ils se réalisent bien évidemment, qu'ils soient personnels ou professionnels, avec une santé de fer. C'est le plus important et c'est ce qu'on va souhaiter aussi à nos chroniqueurs. Et puisque c'est 2025, je dis la fameuse phrase, tout aussi piquant que délicieux. Bonjour mon Xavier, comment ça va? Ça va pas mal et toi, ça? Très très content de vous revoir. Bonjour Thomas. Bonjour, je m'attendais pas à ce que tu me dises aussi bonjour. Je suis dans la surprise. Mais ouais, je vois ça. Non, très content d'être venu. Ça m'a manqué, surtout le foot belge m'a manqué. Voilà. Le foot français un peu moins, mais j'y étais quand même. C'était quand dimanche soir à Paris, face à Saint-Etienne. Première fois que je vois Stade Saint-André. J'étais plutôt content et j'étais très content de revoir un ancien rouge donc du Standard que j'adore, Mathieu Cafaro. Voilà, et Thomas qui est, si vous avez évidemment la chaîne YouTube et que vous regardez l'émission sur YouTube, comme d'habitude, toujours extrêmement bien habillé. Si vous êtes en podcast, vous ratez quelque chose. C'est une évidence. Bonjour mon Quentin, comment ça va? Alors, ça va bien, ouais. Content aussi de la reprise du championnat belge. Ouais, ça m'avait aussi manqué. Même si on a eu une petite trêve, je trouve, par rapport aux autres années. Ils ont quand même joué assez tard, donc voilà. Allez, je vais vous demander vos vœux, messieurs, pour démarrer cette émission. Des souhaits, quelque chose de réalisable que vous souhaitez voir advenir pour cette magnifique année civile. Donc évidemment, on va compter la saison 2025-2026 et donc aussi, on peut prendre en compte la Coupe du Monde. Ça, je l'autorise évidemment. Quels seraient vos souhaits? Qu'est-ce qui pourrait arriver, Xavier, que tu souhaites voir advenir? Moi, j'aimerais bien avoir des playoffs 1 un peu folles comme il y a 2 ans où genre dans le dernier quart d'heure, on a 3 champions différents. Enfin, vraiment des playoffs 1 vraiment haletantes jusqu'au bout pour justement permettre à un peu tous les supporters de vibrer et de se dire allez, pour le moment on est champion, mais est-ce que ça va durer, est-ce que ça va pas durer? Puis quand même, pour le spectateur neutre, c'est quand même fou de se dire, toi, quand t'as plein de bouleversements comme ça en peu de temps, je trouve que c'est vraiment intéressant. Un peu moins intéressant pour celui qui pilote l'hélicoptère, surtout parce que c'est doit faire aller-retour à chaque fois. Il va faire le plat, toi. C'est vrai qu'elle avait marqué cette image, absolument. C'est pas mal. Ton vœu, mon cher Thomas? Moi, j'aimerais bien avoir un sélectionneur qui comprend qu'avec notre noyau Diable Rouge, on doit jouer en 3-4-3, tout simplement. Oh, c'est super intéressant ça. Ah, mais ça pourrait être un débat, parce que le 3-4-3, effectivement, je trouve que c'est une tactique assez intéressante qu'avait initié Roberto Martinez avec son 3-4-2-3-1. Ouais. Mais ça peut être vraiment pas mal. Enfin, 3-4-2-1, pardon. C'est vraiment intelligent. Tu souhaiterais jouer avec 2 ailiers. C'est un 3-4-3 avec 2 ailiers. Avec 2 ailiers, 2 pistons, parce que je pense qu'on a un problème un problème au niveau de l'arrière droit et de la position d'arrière gauche en sélection belge. Mais on néglige un peu le fait qu'on a des pistons de très haut niveau, aussi bien à droite qu'à gauche, et je pense que ce serait le dispositif le plus adéquat au talent en Belgique. D'accord. Quant à ton vœu pour 2025? Alors, on n'en parle pas assez, je trouve. Chaque année, le niveau des équipes belges s'améliore un peu, que ce soit en Conference League ou en Europa League. Donc j'aimerais bien une fois qu'une équipe belge remporte, même si c'est la Conference League, qu'elle remporte la Conference League, qu'on gagne enfin un trophée. Ça fait, je ne saurais pas dire la dernière équipe qui a gagné un trophée en Coupe d'Europe. Mais donc ouais, ça pourrait être intéressant. T'en vois une cette année remportée ou possiblement remporter quelque chose? Le problème, c'est que l'équipe qui a le plus de potentiel, elle a chaque fois en Ligue des Champions, c'est le club de Bruges. Donc après, je trouve qu'en Conference League, il y a moyen de tenter des choses, mais ça reste compliqué, quoi. Chelsea, ça va être dur. Hein. Ah oui, Chelsea, ça va être dur. Maintenant, Chelsea qui va être peut-être aussi dans un focus d'être dans les 4 premières places de la Première Ligue. On sait jamais. Et puis on rappelle que la saison dernière, c'est le club de Bruges qui était allé en demi-finale de la Conference League. Donc, allez, c'est quelque chose qui est tout à fait possible. Qui sera plus possible cette année que pour eux de redescendre jusqu'à la Conference League. Ouais. Donc, vu que le nouveau format de la Ligue des Champions. Mais oui, qu'on voit que le club de Bruges, comme tu dis. Je pense qu'ils préféraient être éliminés en 8e de finale de la Ligue des Champions plutôt que d'aller en demi de la Conférence. Ouais. Je pense aussi. C'est une évidence. Je vais te demander ton happening, mon cher Thomas. On va partir sur le jeu de ce début d'émission. Je vais prendre ma petite farde. Ah, il y a une farde. Ok, super, en bonus. Donc, avant que je dévoile, donc le but c'est de trouver l'énigme du jour. Donc je vais vous montrer 2 chiffres, ensuite suivi de 2 traits, et je vais vous demander de remplacer ces 2 traits par 2 clubs de foot. Peu importe le championnat, vous allez devoir comprendre dans le bon ordre. Ouais. Vous êtes prêts?
Donc, il faut trouver 2 clubs de foot à la place des 2 traits. Ok. À la place des 2 traits, 2 clubs de foot. Oh là là, ça c'est pas évident. Quentin, t'as une idée? Non, j'ai pas d'idée. Moi C'est un aussi, score, en franchement, Les 2-0. C'est un chiffre. c'est un chiffre qui correspond à un club de foot. Qui correspond à 2 clubs de foot, en effet. À 2 clubs de foot. Ah, donc le Ok. 2 représente un club et le 0 représente un club. Non, ça c'est 2 chiffres lambda. Il faut juste ajouter un club sur chaque trait. Toujours Ok. pas? Vous voulez un indice? Et un indice par rapport au club ou quoi? Est-ce que tu peux je nous vais aider? vous donner un indice. Ouais. Regarde pas l'intérieur de la phrase parce que je veux que tu triches toi et toi aussi. Ah, moi je suis trop loin pour tricher, hein. Je vais pas. Ça, c'est les 2 chiffres qu'il faut compléter. Donc, tout d'abord, je vous souhaite une belle année 2025. Donc, si vous n'avez pas avec les 2 chiffres que je vous donne, c'est que franchement, vous êtes merguez. Le 2e du championnat et le 5e du championnat. Bon, allez, va dormir. Ah, Le matricule 2, le matricule 5. Tu vas trop loin. non, je pense que comme Toujours Quentin pas et Xavier, je me donne ma langue au chat. J'ai fait un test avant avec des potes et la famille, etc. 50% des personnes ont trouvé. Donc, c'est pas si difficile que ça. Mais langue au chat, Apparemment, non? c'est trop compliqué Allez, pour vas-y nous. Thomas, dis-nous. Allez, je vous balance. Ah, mais qu'est-ce que c'est ouais. malin, le 2-5 Et ouais. évidemment, dont on parlera un petit peu plus tard dans l'émission, entre le FC Exactement. Barcelone et Real Madrid. Bon, faudra revoir Mais votre... pourquoi le 2-0 alors? Mais c'était juste 2 chiffres, fallait compléter. C'est une énigme. Tu Ah, connais pas le Ah, mais principe. ouais, mais le principe de l'énigme, c'est qu'il y a un lien entre le 2 et le 0 et les 2 autres trucs. Mais non, c'est une énigme. Mais, C'est mais, que les deux Oui. à côté, le Regarde. 2-0, 2-5, et alors voilà, C'est super. par rapport à l'année 2025. C'est le début de l'année, on n'est pas encore. Oui, voilà. Ah. Magnifique. Ah bah allez. écoute, franchement, je trouve que ton idée était super, mais là comme ça, dans C'était un peu l'émission- trop compliqué pour Ah vous. ouais, je l'aurais pas trouvé du tout, mais c'est hyper intéressant. C'est bien parce qu'on va faire, bah écoute, tu m'offres une transition Voilà. toute trouvée. C'était le but. On va partir avec le d'accord, pas d'accord, cette finale de la Super Coupe d'Espagne entre le Real Madrid et le FC Barcelone. C'est la Manita, le retour de la fameuse Manita, 5-2 pour le FC Barcelone. Alors est-ce que, en tout cas c'est la phrase que je voulais vous demander, est-ce que vous êtes d'accord avec cette phrase? Le FC Barcelone a maintenant pris un ascendant psychologique définitif dans la course à la Liga et donc forcément dans la course au titre en Liga suite à cette victoire donc assez, j'ai envie de dire flagrante contre le Real Madrid donc du FC Barcelone. D'accord, pas d'accord? Xavier n'est pas d'accord. D'accord. Thomas est d'accord D'accord. et Quentin est d'accord. Je vais laisser la place à celui qui n'est pas d'accord. Xavier n'est pas d'accord Moi, avec tout cette simplement phrase. parce que déjà, pour le moment, ils sont que 2e et 3e. Donc, faut quand même compter sur l'Atlético qui est toujours premier, qui a toujours un point d'avance sur le Real Madrid à l'heure actuelle. Que Madrid, ils ont quand même 5 points d'avance sur Barcelone. Donc, il y a quand même beaucoup de choses. Si c'était à égalité de points ou genre 1 ou 2 points d'écart, j'aurais dit pourquoi pas. Mais ici, il y a encore beaucoup de facteurs. Madrid a encore toutes les cartes en main pour, ils ont 5 points d'avance sur Barcelone. Donc, ils ont même droit à 1 ou 2 erreurs avant d'être dépassés par Barcelone. Donc, je pense que ce match a pas forcément d'impact sur la course au titre en Liga. Et oui, vas-y, Quentin. Ah, je suis pas d'accord parce que même psychologiquement, on a déjà vu apparemment il y a peut-être une réunion de crise entre Perez, Ancelotti. Il y a des bruits de couloir aussi que dans le vestiaire, on n'est pas content sur Ancelotti. Donc pour moi justement cette défaite, elle laisse des traces. Et la double défaite, c'est quand même 9-2 deux fois. C'est gagné, c'était 0-4 à Santiago Bernabéu. Ici c'est du 2-5 et c'était à la mi-temps, on en discutait 1-4, je pense, 1-4 à la mi-temps. C'est ça. C'est, je trouve affligeant quand, moi je trouve vraiment le Barça a clairement montré sa supériorité et de loin. Et donc quand on sait que, ben t'as quand même Perez, il a un ego. Tu t'appelles le Real Madrid, tu dois avoir un ego. Les joueurs, ils doivent avoir un ego. Donc je pense que ouais, ça va laisser des traces. Mais en plus de ça, sans le carton rouge de Chesney, excusez-moi, mais c'est ça. boulevard, Ouais, hein. clairement. C'est porte ouverte, hein. Je pense qu'on va sur un 6-7-1 si ça continue comme ça. Il y a une différence individuelle et technique entre les deux équipes en termes de niveau qui est vraiment, moi, ça fait longtemps que j'avais pas vu un Real Madrid aussi faible et comparé à un Barcelone aussi fort. Il y a vraiment eu un basculement des énergies, des forces, quoi, Thomas. Ouais, il y a un gros gap, hein. C'est assez étonnant de voir ça. Et comme le disait Quentin, on a déjà vu un 0-4 cette saison, plus encore une fois maintenant 5 buts. Ça fait quand même 9 buts encaissés face au Real de Madrid. Face à Barcelone, pardon. C'est quand même assez compliqué pour cette équipe de Madrid. Et je pense que ça aura un effet psychologique et mental sur cette équipe du Real de Madrid pour le titre. Il y a un petit mot quand même à dire sur le niveau actuel d'un joueur comme Rafinha, que je trouve absolument exceptionnel. Est-ce que vous auriez peut-être pu imaginer cette progression linéaire d'un joueur qui était pas si flamboyant que ça du côté de Rennes, qui est devenu très bon du côté de Leeds et qui ensuite devient absolument exceptionnel. Le but qu'il met là de la tête, l'anticipation, la façon dont il va voltiger avec les airs pour aller chercher ce ballon et battre Thibaut Courtois.
waouh, Rafinha, c'est exceptionnel quand même. Et encore, parce qu'après 9 minutes de jeu, il a 2 grosses occasions. Et Courtois sauve encore la mise au tout début de match. Donc oui, clairement, avec Hansi Flick, et je pense qu'il a vraiment une complémentarité, aussi bien que Lewandowski, qui a mal et tout, c'est incroyable. Et il monte en puissance. Franchement, j'ai pas peur de le dire, à l'heure actuelle, il est meilleur que Vinicius. Ouais, absolument. Je trouve aussi, et puis pour le Brésil, c'est magnifique là. Il Voilà, prépare une Coupe du Monde absolument incroyable, avec des joueurs tout aussi forts les uns que les autres. Hein. Ouais, c'est du Brésil, quoi. Ouais. On a hâte de voir ça en Coupe du Monde. Ça va être fort. Et pour la Liga, parce que forcément Xavier dit que c'est pas joué d'avance, je vais peut-être rajouter une information en plus. L'Atlético Madrid est quand même en lice aussi hein, pour ce titre. Est-ce que vous voyez justement l'Atlético tenir face à l'énergie du FC Barcelone qui arrive vraiment à fond là sur 2025? Non, moi perso, je vois pas. On a encore vu ce week-end, ils ont eu très dur. Ils ont gagné 1-0 vraiment de justesse. Un match-up assez abordable. À domicile, je pense que c'est contre Osasuna, si mes souvenirs sont bons. Victoire 1-0. Tu vois que c'est Clément Lenglet qui doit faire une passe décisive pour gagner. Je pense qu'ils ont pas vraiment l'effectif non plus pour. T'as Antoine Griezmann qui vit sûrement sa dernière saison à l'Atlético. Mais je trouve que défensivement, t'as un Jiménez qui est assez incertain. On l'a encore vu ce week-end qui était pas titulaire. Donc tu dois te reposer sur un Lenglet l'anglais n'a pas eu l'enchaînement de matchs des années précédentes. Donc je pense que niveau effectif, le Barcelone est vachement mieux armé pour concurrencer l'Atlético. Allez, prenez vos petits panneaux, je vais vous donner la deuxième phrase de ce d'accord, pas d'accord, messieurs. On va revenir sur une information que j'avais pu donner ici il y a quelques jours concernant Thierry Henry. Donc les cadres des Diables Rouges poussent effectivement pour que Vincent Manhart considère la candidature de Thierry Henry, ce qui pourrait amener bien évidemment au retour de Thibaut Courtois dans le groupe et au maintien donc de Kevin De Bruyne jusqu'à la Coupe du Monde 2026. Donc cette phrase, choisir Thierry Henry, est un coup politique de la part de la Fédération nationale belge de football. D'accord, pas d'accord? D'accord pour Xavier. D'accord pour Thomas. Moi c'est entièrement d'accord. Et d'accord pour Quentin. Puisque t'es entièrement d'accord, t'es un peu plus d'accord que les autres. Je te donne la parole. Oui, voilà, on parle d'un retour. Donc qui dit retour dit que on a déjà vécu une période avec cet entraîneur-là. On connaît, moi justement, devoir retourner dans le passé, refaire revenir quelqu'un qu'on a déjà connu dans une équipe nationale, c'est pas le bon plan. Je pense qu'il faut vraiment trouver quelqu'un de nouveau, quelque chose de frais. Et je pense pas que le fait que Courtois ou De Bruyne soient maintenus pour la prochaine Coupe du Monde, que Henry soit déterminant dans ce facteur-là. Je pense qu'un autre entraîneur pourrait parfaitement aussi faire revenir Courtois et pourrait garder De Bruyne jusqu'à la Coupe du Monde aussi. Donc non, moi je pense que Thierry Henry ce serait pas la bonne solution pour notre équipe nationale. Oui. Surtout qu'il joue en 4-3-3 et c'est pas ce que j'aimerais voir dans l'équipe actuelle. Ah mais c'est vrai que si on se base là-dessus, la candidature de Erik ten Hag et celle de Louis van Gaal pourrait plus aller avec ton style de jeu. Oui, donc Thierry Henry, poubelle. Bon, poubelle, je sais pas vraiment si c'est ça poubelle, hein, mais effectivement, c'est c'est un Français, honnêtement, pour notre orgueil, notre fierté. Désolé, on va pas chercher un Français qui a encore gagné, enfin qui était aux Jeux Olympiques ici dernièrement, l'été dernier. Donc non, s'il vous plaît, respectez nous. Ce qu'on dit aussi, c'est que c'est peut-être le seul joueur à être capable de remettre en place Romelu Lukaku, de savoir le gérer, de lui dire les choses, et c'est le seul qui n'a pas peur de Romelu Lukaku, alors que les autres sont un petit peu tous impressionnés par lui et donc n'osent pas vraiment lui dire les choses quand il faudrait le dire. Par exemple, savoir le mettre sur le banc quand il n'est pas performant. C'est peut-être aussi ça la clé Thierry Henry, Quentin. Moi justement, je suis d'accord et pas d'accord avec ce que tu viens de dire. Je suis d'accord qu'il faut quelqu'un qui ait de la poigne. Il faut un coach qui ait des cojones, comme on dit, et qui puisse mettre Romelu Lukaku sur le banc, qui puisse être vraiment le patron, parce qu'on l'a bien vu à la fin, Roberto Martinez, Tedesco, n'était plus le patron, c'était Lukaku qui décidait, je veux venir, je veux pas venir, et d'autres joueurs, du coup, ont enchaîné là-dessus. Après, Thierry Henry, pour moi, je suis pas pourquoi? Parce que c'est un peu trop copain-copain. Donc on l'a vu, il est pote avec Lukaku, il peut être pote avec d'autres joueurs, donc justement, il y aura cette familiarité que j'ai plus envie d'avoir un sélectionneur vraiment ferme. Et puis c'est un étranger et moi je le prône depuis le début. Je veux un Belge. J'ai notamment pu le voir sur la chaîne Téléfoot que Thierry Henry a parlé de cet épisode où il a affronté la France avec la Belgique, que ça lui a fait du mal, qu'il avait envie de chanter la Marseillaise et tout. Donc imaginons qu'on arrive en Coupe du Monde ou à l'Euro, on joue contre la France. Mais même lui le disait, il était aussi content que la France marque contre la Belgique.
Donc ça, après quoi, t'es sélectionneur, t'es content parce que ton propre pays a marqué contre l'équipe que tu entraînes. Ça, je suis pas vraiment fan. Donc moi, j'ai vraiment envie d'un pur Belge et d'un Belge qui est fier de représenter son pays, qui donne tout pour son pays et qui a envie d'être la fierté de son pays et d'emmener son pays le plus haut possible. Alors, on va faire le récapitulatif des Belges disponibles. Hein van Azebroek a publiquement dit qu'il n'irait pas. Michel Prudhomme est en retraite à Tenerife et Philippe Clément est sous contrat aux Rangers. On choisit qui? Bah, il pourrait potentiellement être viré, Clément du côté de Rangers. Moi, vu la différence avec le Celtic qui est assez impressionnante. Surtout que sur nos réseaux, récemment, on a donné notre avis concernant le sélectionneur belge, qui on voulait justement, on voulait voir qui en tant que sélectionneur. Moi, j'avais mis Philippe Clément parce que justement à ce moment-là, il était dans une période un peu plus critique aux Rangers. Malheureusement, le match qui a suivi, ils ont gagné contre Celtic, donc pour nous c'est un peu plus compliqué, mais on verra peut-être que dans les semaines ou les mois à venir, il sera plus l'entraîneur des Rangers et ce sera bénéfique pour notre équipe nationale. Voilà, mais lui par contre ne joue pas en 3-4-3. Il a joué avec Bruges en 4-3-3, donc ça pourrait en 4-3-3 mais non, pas en 3-4-3. Pardon. Enfin, il a déjà fait? Il jouait avec trois centraux derrière. On a connu le système avec les backs et c'est ce que je veux. Donc Philippe Clément est capable de jouer dans ce système-là. Bon, le premier qui a levé sa pancarte, c'est Xavier. Tout de suite, il a été très très franc sur le fait qu'il trouvait que c'était un coup politique. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu penses ça? Tout simplement parce que je pense que, comme l'a dit Quentin, ils sont copains avec les cadres et tout ça, et c'est peut-être trop copains. Et pour moi, c'est pas forcément qu'il a fait des bons résultats aux Jeux Olympiques, mais il a quand même une super équipe. Et que je trouve que comme entraîneur, j'espère qu'il va me faire démentir, hein, s'il devient sélectionneur de la Belgique, mais c'est pas un bon entraîneur capable de faire des choix tactiques qui vont te faire gagner un match. Il a eu une expérience à Monaco, ça n'a pas été, à Montréal, ça n'a pas été. Chaque fois qu'il est entraîneur en tant que T1, ça va pas. Et moi, pour l'équipe nationale, j'aurais bien des bons résultats. Est-ce qu'entraîneur, c'est le même job que sélectionneur, Xavier? Ben, il y a un moment, oui, quand même. Pas tout à fait, mais... Tu penses qu'on fait les mêmes choses, on s'entraîne de la même manière, on regarde les matchs de la même façon? Pas forcément, mais quand t'es au bord du terrain et que ton équipe, tu affrontes une équipe, t'as le même boulot à faire. Faire en sorte que ton équipe gagne. Faire les choix tactiques pour que ton équipe gagne. Et ça, ce job-là, je suis pas sûr que... L'autre partie du job, je pense que Thierry Henry peut très bien la faire, mais cette partie-là, j'ai un peu plus de doutes. Et c'est pour ça que je pense que c'est plus un choix politique pour faire plaisir aux cadres qu'autre chose. Et peut-être faire revenir également un certain Livon Maskialk, voilà, qui est en train de trépigner du côté d'Anvers, ici d'ailleurs, là où est située sa société Move to Cure. Donc voilà, il y a beaucoup de choix politiques, effectivement. On est beaucoup dans la communication à ce niveau-là. Et Vincent Manard doit un petit peu essayer de patauger et donc forcément de pas tout de suite se mettre tout le monde à dos parce qu'il sait qu'il va peut-être aussi avoir besoin de ses cadres pour aller jusqu'à la Coupe du Monde 2026. Mais Tedesco, on a bien compris que c'est terminé. Hein. Ça, je pense que c'est assez évident. Il n'y a même plus voir le topper. Il n'était pas là lors du match Anderlecht Club de Bruges. Il est resté très certainement à Stuttgart pour regarder le match devant sa télé, quoique peut-être il faisait autre chose parce que lui aussi il a abandonné l'idée. C'est un peu le topo. Malheureusement, ça se termine un peu en eau de boudin aussi pour Domenico Tedesco. Est-ce qu'il l'a mérité? Mérité, j'irai pas jusque là parce que ce serait un peu enfoncer le clou. Je pense qu'on en a assez parlé. Moi j'étais pour, là ici vers la fin un peu moins, mais je pense que c'est le moment de changer pour tout le monde. Ouais, t'es d'accord aussi avec ça À un moment donné, il faut être d'accord, je pense, faut pas se voiler la face. Quentin, on avance, on va parler d'Adem Zorgan. Allez, on parle d'Adem Zorgan. Adem Zorgan a raison. L'arrêt du match temporaire causé par les supporters de Charleroi a fait perdre les Carolos contre l'Union Saint-Gilloise. On rentre dans le débrief de ces matchs de JPL. Xavier. Je suis d'accord. Il est d'accord. Pas d'accord. Il n'est pas d'accord. Pas d'accord. Eh ben, on va tout de suite aller sur le duel, c'est parfait. Allez. On a notre premier duel de l'année, ça fait plaisir. Quentin, je t'écoute. Fini les excuses. C'est des grosses excuses, je trouve. Ok, les supporters n'ont pas été très intelligents sur le fait de le faire. Arrêtez de dire, oui, ça y est, ils ont coupé le rythme et tout. C'est la 46e minute de jeu. T'es pas à la 60e minute de jeu. Ça aurait été mieux de le faire au rentrée du vestiaire. Je suis 100% d'accord. Mais c'est une excuse. Pour moi, s'ils ont perdu, c'est 2 erreurs individuelles de Koné. Pourtant, je l'ai déjà dit, c'est un joueur qui a du potentiel. C'est un jeune gardien et tout. Mais c'est Charleroi qui doit en vouloir à eux-mêmes. Déjà, leur joueur individuellement a fait 2 erreurs. Et puis même Charleroi, dès qu'ils ont mené au score, mais ils ont fait que gagner du temps. Tout le temps. C'est eux qui ont cassé leur propre rythme, en fait. Tu regardais, j'en parlais avec des gens de la communauté. T'as Petris, il prenait 30 secondes pour faire chaque rentrée en touche. Koné, ça c'est, honnêtement, je vais sous mon stade, c'est le pire du championnat belge au niveau, si Charleroi gagne, tu peux être sûr que Koné, à un moment, les arbitres vont le voir sévir, il prend toujours 30 secondes pour faire ses dégagements. Ses coups de pied de but, tout le temps pareil. Donc c'est Charleroi qui s'est proprement tué. Tu commences super bien le match avec le 1-0, continue sur cette dynamique, essaye de mettre le 2-0, commence pas à faire du gain de temps après 15 minutes de jeu. Donc je trouve c'est se trouver des excuses de mettre la faute sur les supporters.
Donc non, et puis aussi ceux qui disent, des journalistes ou autres sportifs, qui disent oui, il faudra arrêter avec tout ce qui est fumigène et tout. Non, à un moment, faut arrêter. Si c'est bien encadré... Ça fait partie du spectacle. Exactement, merci. Les gens vont au stade pour ça. Moi, quand je vais au stade et que je vois même des supporters, j'ai déjà été au stade avec des supporters adverses de l'équipe où je suis, et ils voient ça d'une équipe qu'ils aiment le moins, ils disent mais c'est magnifique, c'est incroyable, c'est beau, c'est pour ça que je vais au stade. Il suffit que ça soit bien encadré, bien géré aussi, géré de manière intelligente par les supporters. Comme je dis, tu fais ça au début du match, tu mets de l'ambiance, tu as envie de mettre un petit coup de plus pour ton équipe, mais tu le fais à la mi-temps. Les remontées, les joueurs ils remontent sur le terrain et voient ça. Oh, on est boosté, nos supporters sont avec nous et tout. Mais je trouve là, honnêtement, que ça soit la direction, que ça soit le coach, que ça soit les joueurs, tous ceux de Charleroi, ils se sont trouvés des excuses. Thomas, un petit mot pour abonder dans le sens de Quentin avant d'avoir la parole à la défense avec Xavier. Bah, il m'a enlevé les mots de la bouche parce que pour moi, le seul et l'unique responsable de cette défaite, c'est Koné, parce que les 2 erreurs qu'il a fait, c'est impardonnable à ce niveau-là. Si Charleroi perd ce match, c'est entièrement à cause de lui. Donc, le fait que le match soit arrêté par les supporters, c'est, comme le disait Quentin, une excuse. Et c'est un peu contradictoire aussi. Enfin, c'est paradoxal plutôt parce que en l'avant-match, il y avait plein de neige sur le terrain de Charleroi. C'est un max de supporters de Charleroi qui ont tout fait pour que le match ait lieu. Et pendant le match, c'est les joueurs de Charleroi qui ont fait le tout pour que le match soit arrêté. Donc, je trouve ça quand même assez paradoxal. Donc, c'est vraiment pas une petite pique, mais quand même un petit message pour les joueurs les supporters de Charleroi. Faites quand même attention, c'est votre club, c'est pas la première fois que ça arrive, donc c'est quand même du football, respectez. Je pense que le fait de faire ça casse aussi le rythme d'un match. Donc certes, c'est pas une excuse, mais il y a quand même aussi le rythme qui est cassé. T'es quand même 1-0 devant. Ça n'avait pas lieu d'être à ce moment-là. Surtout pour fêter l'anniversaire d'un partenariat avec un club allemand. Enfin, je veux dire. Oui, enfin voilà, à la mi-temps, voilà, ouais. c'est tout. Toi. Et surtout, t'aurais pu doser sur le nombre de fumigènes parce que c'était tout noir. Enfin, on aurait pu doser quoi. En termes de fumigènes, c'était un peu too much. Ouais, ils voulaient peut-être montrer à quel point leurs copains allemands avaient peut-être de bons partenaires et ils savaient eux aussi faire le spectacle du côté du Mambourg. Je ne sais pas, mais c'est vrai que c'était vraiment malvenu. Xavier, tu n'étais pas d'accord avec la phrase. Au final, je suis plus ou moins d'accord avec Thomas. Thomas, vu son argumentation, il a un peu... Retournement de veste en direct. Mais vu l'argumentaire de Thomas, il est un peu entre les deux, en fait. Je suis d'accord que les joueurs de Charleroi ne doivent pas se trouver des excuses, mais au final, ils étaient quand même dans une bonne dynamique. Ils menaient, t'as les supporters, et c'est pas la première fois que ça arrive, comme Thomas le dit, c'est ton équipe mène, tout va bien pour ton équipe, et tu vas sortir arrêter le match, et que l'équipe adverse a de nouveau un quart d'heure, rentrer au vestiaire, rediscuter, se remobiliser, faire des changements, faire en sorte que pouvoir inverser la vapeur et tout simplement. Et quand ton équipe tourne, qu'est-ce qui te passe dans la tête? Parce que tu sais que le match va être arrêté. Ouais. Donc en gros, quand ton équipe perd, déjà, bon, je le valide pas, je trouve que ça doit pas se faire, mais quand tout se passe bien pour ton équipe, que tu gagnes actuellement 1-0 contre une équipe du top en Belgique, pourquoi tu fais en sorte de mettre dans la merde ton équipe? Déjà, tu sais que mentalement, ils sont assez fébriles, qu'ils font des erreurs ou autre, et tu leur rajoutes encore une couche, vas-y, galère encore en plus, on est content que tu gagnes, mais on va te foutre dans la merde et on verra bien ce qui se passe. C'est ça que je suis d'accord. C'est pour ça que je suis d'accord que c'est un peu les supporters qui foutent dans la merde, même si les joueurs ne doivent pas trouver des excuses, c'est les supporters qui mettent dans la merde l'équipe de Charleroi tout simplement dans ce match-là. Et l'entrée de Castro Montes aussi qui a fait quand même beaucoup aussi, parce qu'on dit que c'est que Koné, etc. Pour ma part, mais ce que Castro Montes a fait lors de sa montée, c'est exceptionnel. Ça montre que c'est vraiment un joueur exceptionnel, et justement, c'est un arrière droit en piston droit et qui pourrait potentiellement débarquer en sélection nationale si on passe dans un 3-4-3. Ouais, voilà. Je pense qu'Alessio Castro Montes d'abord va faire un transfert cet été aussi, pour aller un petit peu hausser aussi son niveau, parce que le niveau du championnat de Belgique, malheureusement par les sélectionneurs, il n'est pas si respecté que ça. On l'a vu, on le sait au niveau des sélections, mais oui, effectivement, il a énormément de talent, donc il pourrait le faire. On va passer à la prochaine phrase à présent, et celle-ci, elle concerne évidemment le Standard de Liège. Le RSCL a gagné en étant inférieur dans le jeu à Courtrai. Xavier. D'accord, pas d'accord. D'accord quand même. Mais j'aimerais bien mettre entre les deux, mais il faut bien choisir. Donc voilà. Voilà, c'était pareil que Xavier, ça aurait pu être l'un comme l'autre, mais je vais... Thomas est d'accord. Ouais. Ok. Et alors là, dans ce cas-là, on est dans l'entre-deux. Waouh. On va avoir un débat hyper au tiède. Tout ce que je déteste. Il y a des arguments pour, il y a des arguments contre. Ouais. Il y a l'argument pour, ils ont pas eu la possession de balle. Je pense 38% de possession de balle quand tu joues contre Courtrai à domicile. Mais ça, on en a déjà parlé précédemment. C'est clairement le jeu que l'ECO a clairement refusé, et maintenant, tout le monde quasi s'y est fait. Par contre, au niveau des termes des occasions créées, l'expected goals, occasions créées, le Standard a eu l'avantage. 1,48 expected goals pour 1,98 pour Courtrai. Donc, au niveau d'occasion, grosse occasion créée, 3 pour le Standard, 2 pour Courtrai. Ouais, mais là, je suis pas d'accord. Il y a eu plus de grosses occasions pour le Standard que pour Courtrai. Non, si. Non.
Si. Dans les chiffres, non, parce que, Price, il est là, il y a le goal, il est vide, s'il te plaît. Oui, Tu peux pas faire une plus grosse occasion que ça. Le goal, il est vide. Oui, c'est c'est sûr, Denef qui met son pied devant, mais tu peux pas faire plus grosse je que sais, ça. mais si Kadri, mais sa frappe qui, Ouais, ou même qui en prend la gros, face à transversale, c'est Ranquinet, bon il tire sur Ranquinet. Oui, donc voilà. Non, par contre, je suis d'accord à moitié avec toi, c'est parce que en première mi-temps, on est plus ou moins en équilibre, t'as autant de tirs pour Ah, Courtrai. je te parle juste des data et des stats. Je sais, ouais, bah, moi aussi, c'est ce que je vais te sortir. Donc, aussi bien Courtrai que le Standard avait le même nombre de tirs. En termes de possession, je pense que le Standard était à 43 première mi-temps. Et justement, le fait que le Standard ait marqué assez tôt en deuxième mi-temps, on est passé à une possession de 38%. Et c'est là où je suis d'accord, parce que c'est un système de jeu et le plan de jeu qu'on connaît depuis le début de saison, c'est comme ça. Donc ça ne m'étonne pas, ils ont marqué assez rapidement en deuxième mi-temps. Donc c'est vrai qu'après, le Standard régresse et c'est l'équipe adverse qui prend le dessus. Elle est là la phrase importante que tu viens de dire, le Standard régresse. Est-ce que vous voyez le Standard actuellement progresser depuis le début de saison dans ce qu'il propose, dans le jeu, dans l'animation, non, c'est dans voilà. Régresse, je dirais pas régresse, ils sont stables, parce qu'ils sont comme ça depuis le début de la saison. C'est leur plan de jeu. C'est leur plan de jeu. Et donc tout le monde doit se contenter de ça. Mais on doit être content avec ça. Mais l'Eco, ils se contentent de ça parce que ça rapporte des points. Même lui l'a dit, il dit, je pense qu'on bat le record d'Europe ou du monde ou je sais pas trop quoi, parce qu'on a autant de points avec aussi peu de goals marqués. Mais il dit au final quoi? Au final, on a les 3 points. Et quand tu vois que le Standard, cette saison, le premier objectif, c'est clairement pas les playoffs 1, c'est le maintien. Ivan Leko, peut-être le frère de Didier Deschamps? Mais franchement, il joue dans un style comme ça. C'est le but, c'est quoi? Tu sais que si t'encaisses pas, tu prends minimum 1 point, tu marques un goal, potentiellement, tu prends les 3 points. En fait, comme lui disait, la valeur du goal pour le Standard, mais elle est décuplée par rapport aux autres équipes. Parce que tu sais que défensivement, t'es solide. Tu sais que si t'arrives à mettre ce petit goal, mais t'arrives à faire la différence. Et il y a des fois, comme il a dit, cette fois-ci, ils ont eu la chance en fin de match de pas encaisser. Mais il dit, c'est une question de chance. Contre l'OHL, il y avait 100% faute, comme il a dit, mais ils ont pas eu cette chance. Il y a d'autres matchs où, en fin de match, ils ont encaissé, mais ils ont pas eu cette chance. Ici, ils ont eu cette chance, notamment, comme tu disais, avec la frappe de Kadri qui touche à la... Mais est-ce qu'on peut parler de l'écho aussi? Parce que c'est quoi le but d'un entraîneur? C'est d'obtenir des points et de finir le plus haut possible dans un classement. Aujourd'hui, qu'est-ce que l'écho fait? L'écho est à, je pense, 3 points ou 4 points des playoffs 1. Avec le noyau actuel, franchement, il fait de l'excellent boulot. On pourra pas lui reprocher qu'il fait du mauvais boulot. Il fait ce qu'il peut avec le noyau qu'il a. Donc, honnêtement, ok, le jeu, il est exécrable. On n'aime pas, c'est pas beau, ça représente pas le Standard qu'on a connu ces dernières saisons. Enfin, plutôt pas les dernières saisons, mais d'il y a 10 ans. On a compris, ouais. Non, moi, je trouve que l'Eco, il faut le féliciter pour ce qu'il fait. Et, aujourd'hui, il faut se contenter de ce qu'on a. Et aujourd'hui, c'est la situation du Standard. Et il faut se contenter avec le nombre de points qu'on a et le fait qu'on soit pas en bas de classement et pas en danger. Vous savez, je vais te donner la parole dans un instant, mais juste une question. 3 nouvelles arrivées. Il y aura Attila Salai, Ibrahim Karamoko et Andreas Utunji. Est-ce que si on ajoute de cet effectif ces 3 joueurs-là, on a un Standard qui, avec le style de jeu dont on vient de parler, peut aller chercher les playoffs 1? Xavier? Je pense pas. Je pense qu'en playoff 2, ils seront en playoff 2 tout simplement. Mais playoff 1, c'est trop compliqué. Je pense que le top 6 changera pas vraiment. Mais moi, je voulais revenir sur le fait que on critique beaucoup le style de jeu d'Histoire et autres, mais au final, ils ont déjà 28 points. L'année passée, fin de saison, ils en avaient 34. On est milieu de saison. Ils ont que 6 points d'écart par l'année passée. L'année passée, la dernière équipe qualifiée en play-down, qui était Charleroi, ils avaient 29 points. Donc, c'est quasiment déjà sauvé, alors qu'on a joué que 17 ou 18 matchs. Après, attention, cette année, c'est fort homogène, parce qu'ils sont à 4 points, ils sont à 3 points des playoffs 1, mais ils sont à 4 points des play-down. Tu perds un match, c'est ça, et je pense que comme Xavier disait, par rapport au playoff 1, il espère voir quelque chose, d'incroyable cette saison. Je pense que la dernière journée de championnat, on va peut-être pouvoir voir quelque chose d'incroyable en termes de play-down et tout, parce que c'est ultra serré. Une fois que tu peux retrouver au port des playoffs 1, le week-end prochain, tu te retrouves au port des play-down, donc c'est chaud. Il y a 2 mois, on parlait de Charleroi descente, là, on parle de Charleroi éventuellement playoff 1, donc c'est vraiment... C'est vraiment ça. Ouais, c'est ce qui fait la beauté du championnat belge, c'est que pour moi, tout le monde peut battre tout le monde. Et donc, plutôt Charleroi ou plutôt Standard en playoff 1, Quentin? Aucun des deux. Non, aucun des deux. Il aurait jamais dit Charleroi. Si, bien sûr. C'est vrai qu'on a fait des prédictions, Charleroi, ni Charleroi, ni le Standard, ni Standard, non, parce que Standard, niveau, comme Thomas l'a dit, je suis d'accord avec lui, niveau qualité des joueurs et tout, pour moi, tu mets un autre coach, l'Eco, il a pas autant de points que l'Eco actuellement. L'Eco arrive à prendre des points là où d'autres n'arriveraient pas à en prendre. Charleroi, le problème pour moi, je trouve, c'est l'instabilité de ce club. C'est dommage parce qu'il y a de la qualité, il y a des bons joueurs, mais ça alterne trop le chaud et le froid, que ça soit même maintenant, je suis sûr, clairement, tu vas entrer entre une guerre entre les joueurs et les supporters, c'est indéniable parce qu'ils ont tiré à balles réelles dessus, donc, et ça, c'est à tort pour le club, aussi bien les supporters Pourtant, que les joueurs. Pourtant, la saison est pas si mauvaise, on en parlera plus tard. Mais c'est des résultats qui sont trop en dents de scie. C'est trop en dents de scie, les résultats de Charleroi. C'est dommage parce que, comme je dis, il y a de la qualité, donc peut-être que
ben, la réalité d'aujourd'hui n'est pas celle de demain. Peut-être que là, ils enchaînent 3 bons matchs et donc, hop, ils sont partis sur une bonne dynamique. C'est de nouveau copain-copain et ça repart. Donc, ça peut arriver. Moi, je mets quand même aussi un doute sur la Gantoise qui propose aussi un jeu. Je pense qu'ils y sont j'ai été ici l'entraîneur, en mois de décembre. Au mois de décembre, j'ai été voir la Gantoise standard où la Gantoise gagne 0-1 en fin de match et tout. Mais là, le niveau de la Gantoise, c'est triste. Hein. Ouais. Pour moi, c'est pas une équipe des playoffs 1. Hein. Wouter Franken qui est l'entraîneur le mieux payé de Belgique. Comme ça, vous le C'est savez, affolant. et qui effectivement n'a pas l'adhésion en tout cas de tout son groupe. C'est les infos qui me reviennent. Effectivement, Oui. il y a une petite ambiance, on m'a dit, carrément funéraire lors de ces meetings. Il n'y a pas beaucoup d'énergie. Il n'arrive pas à insuffler une dynamique au sein de son groupe. Après, si c'est le plus payé, je pense que c'est par rapport à son expérience, parce que quand tu regardes tous les clubs, t'as Nick Hayen, t'as Jonas de Rook. Puis il fallait le débaucher de Genk aussi. Hein. Oui, C'est voilà. ça. Ouais, c'est ça. Donc, je pense que c'est pour ça qu'il est le mieux payé. C'est pas forcément le Un meilleur peu plus de 2 entraîneur millions le brut championnat. par an. Ce qui va être très important de voir, c'est la Gantoise, absolument. T'as peut-être une info ou pas là-dessus. C'est quel attaquant ils vont recruter. Parce que leur homme qui les sauve un peu, Max Dean, s'est blessé pour toute la saison. Donc, il faut voir, Gudjohnsen, excusez-moi, mais je suis déçu de ce transfert. Pour moi, il a pas les épaules pour être le titulaire à la Gantoise. Donc, s'ils arrivent à recruter un bon neuf, ils pourront peut-être prétendre au playoff 1, mais le mercato sera très important. Donc, la cellule de scouting de la Gantoise a du boulot. Mais c'est là où effectivement on parle de friction et parfois de conflit, en tout cas de discussion en interne, parce que là où la direction et Mark Verheugen, Arnar Vidarsson notamment cherchent plutôt un profil exactement comme celui de Max Dean, exactement comme Dante Van Zer, qui veut revenir en Belgique. Hein. Dante Van Zer veut revenir en Belgique. C'est un profil qui est suivi. Il y a également celui d'Adriano Bertaccini. Il y a eu des discussions liées à ça il y a quelques jours. Et puis, on a en face carrément une contradiction de la part de Wouter Franken, qui lui veut un profil comme celui par exemple de Juan Cruz, qui a un profil un peu plus complet, un profil un peu plus puissant, mobile. Et donc, forcément, on n'est pas d'accord en interne. Donc, il va y avoir des nouvelles, au moment où on vous parle, des nouvelles réunions. Et là, ils devront prendre une décision. Mais c'est logique qu'on soit pas d'accord avec le fait que Van Zer et Bertaccini, enfin pour moi Van Zer et Bertaccini sont pas les solutions idéales pour la Gantoise, parce qu'on joue dans un système où il y a qu'un attaquant. Donc Van Zer, on le connaît sous Mazou, je pense, c'était Mazou. Il jouait avec 2 attaquants à l'Union. Bertaccini aujourd'hui à Saint-Tron avec Mazou aussi d'ailleurs. C'est exactement pareil. C'est pas le style de profil qu'il faut. Mais ça ressemble à Max Dean. C'est ça que dit la direction après, de. moi je suis pas convaincu que ce soit la bonne solution pour la Gantoise, mais Après, il peut changer son système de jeu, hein, parce qu'on l'a bien vu ici ce week-end. Il a joué plus avec Lopez, il a joué avec Gundogan, il a joué avec Ito, il avait que Sonko et Gudjohnsen. Il a pas mis du Surdé ou du Ulsager qui mettait aussi sur le côté gauche. ils ont mis Lopez Donc, à droite. c'est très bizarre son système de jeu. Donc, est-ce que il tente peut-être quelque chose pour après faire un Gudjohnsen Van Zer, un Gudjohnsen Bertaccini ou quoi? Mais je suis d'accord avec Thomas que si il reste dans son schéma qu'il a joué au début de saison, il doit acheter un vrai neuf costaud, mais pas un Van Et Zer. surtout que Van Zer avait déjà travaillé avec Franken à Malines. Ça n'avait pas fonctionné les deux, donc je vois pas trop l'intérêt d'aller chercher un joueur avec qui ça n'avait pas matché à l'époque. Eh ben regardez, on est passé du Standard à Charleroi jusqu'à la Gantoise. C'est vraiment très homogène le championnat de Belgique. Ça nous fait vraiment voyager à travers toutes les équipes du championnat pour arriver maintenant, messieurs, forcément au match de la semaine. C'est important, on est dans le topper, il faut en parler. Le match Anderlecht-Bruges, grosse victoire de la part des Blauwenzwart 3-0. Alors la question elle est hyper simple. Pourquoi? Et s'il vous plaît, expliquez-moi aussi comment le club de Bruges a-t-il pu gagner ce topper si facilement sans forcer son talent, Xavier? Parce que le club de Bruges, c'est un groupe et qu'Anderlecht, c'est juste des individualités. En gros, le problème, c'est qu'Anderlecht, je l'ai déjà dit dans d'autres émissions. C'est juste des individualités. C'est pas que des individualités, mais en fait, le souci, c'est qu'ils prennent beaucoup de points. C'est caché par les individualités déjà l'année passée. D'ailleurs, il fait une saison de fou. Chaque tir, c'était goal. Cette année, c'était pareil. Je l'ai dit dans d'autres émissions. Kaufmann, il arrêtait tout. Cette fois-ci, il a pas tout arrêté. Et Dolberg, d'habitude, chaque tir, c'est goal. Quand tu regardes les stats, à Anderlecht, t'as un seul joueur qui a plus de 3 buts. C'est Dolberg. À Bruges, t'as 5 joueurs qui ont 5 buts ou plus. Tu vois, le fait de tout le monde puisse te faire la différence, tout le monde puisse te faire gagner un match, c'est important. Ça va pas améliorer ta réputation d'anti-Anderlecht. Non, mais c'est vrai. C'est des chiffres. Ouais. Non, mais il est pas anti-Anderlecht, faut quand même Bien sûr, toi. Évidemment, mettre les choses au clair. On est dans le deuxième degré. Oui, je sais, mais bon, il y en a qui comprennent pas, donc faut bien le dire. L'émission qui parle sérieusement du football sans se prendre au sérieux, c'est la nôtre. Oui, donc on exact. est évidemment derrière notre copain Xavier. Et c'est vrai que les arguments que tu as donnés au niveau chiffré sont très intéressants. Poursuis si tu... Voilà, puis après, c'est surtout ça. Après, c'est vrai que Bruges, ça reste Bruges, c'est le top truc. Et Anderlecht, ils sont peut-être 3e ou 4e à ce niveau-là. Mais le souci, c'est qu'ils sont trop dépendants des individualités. Et l'année passée, je trouvais que c'était pareil. Quand Hazard était là, souvent, il faisait la différence. Quand il était plus là, c'était compliqué. Et t'avais Dreyer, chaque tir, c'était goal. Cette année, il a un peu plus de mal. Mais
oui, c'est ça en fait. T'as toujours un homme qui doit vraiment te faire la différence. Tandis que dans des clubs comme Bruges, t'as 4, 5 hommes qui peuvent te sauver un match, qui peuvent. Donc c'est conclure. individuellement qu'il y a niveau vraiment est un différent. problème à chaque ligne en fait. C'est ça que tu es en train de dire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un homme fort qui ressort pour pouvoir aider ou compenser dans chaque ligne du Qui puisse te faire la du sporting. différence, toi. Comme je dis, le problème, quand tu regardes qui marque, au final, t'enlèves Dolberg, il y a personne jamais qui marque à Anderlecht. Et si tu marques pas, tu peux faire que des 0-0. Mhm. Ou faire des matchs nuls quand Kaufmann fait beaucoup d'arrêts. Et ça qui est compliqué. On va pas Et te demander si- ton avis sur Luis Vasquez aussi, à mon avis. il a pas fait une Il a déjà donné rentrée cette en saison. big, ouais. Bah, Il comme a on le déjà dit, donné. tu regardes les stats, il joue pas beaucoup cette année, c'est vrai. Mais l'année passée, il joue un peu plus et quand il rentre, il fait pas forcément des bonnes rentrées. Donc, Je Ouais. suis voilà. persuadé que c'est quand même un bon joueur. Ah, Oui, moi peut-être, aussi, mais peut-être aussi, que l'année prochaine, il est encore jeune. Peut-être Il qu'il a va pas- s'améliorer, je dis pas le contraire. On lui a pas donné assez de Mais à l'heure temps et de- actuelle, c'est compliqué. Bah oui, mais ça c'est pour chaque deuxième attaquant, c'est pareil dans chaque club. Bref, pour Jouer moi de glace, c'est moins compliqué. oui, Pourquoi Bruges a gagné si facilement? mais pour moi c'est vraiment une question d'efficacité, Merci. tout simplement, parce que désolé, en début de match, Anderlecht, si Dolberg ou Dreyer marquent, ils sont devant, donc il y a pas de question de 0-3 à la fin du match pour moi. C'est juste une question d'efficacité. Bruges est nettement supérieur à ce niveau-là, et pour moi voilà le changement de système, parce qu'il faut en parler aussi. Hubert a changé de système et passé en 3-4-3. J'ai l'impression d'ailleurs que cette émission ça tourne que autour du 3-4-3. C'est toi qui l'as initié. Et ça- C'était ton ouais, jeu, ouais, hein. et il y en a encore qui vont après ça va encore suivre, donc Waouh. a priori non, moi je trouve que par contre c'est vraiment très intelligent d'Hubert, même si ça n'a pas porté ses fruits sur cette rencontre là. Je pense que sur le long terme c'est le dispositif aussi à instaurer du côté d'Anderlecht, parce que on a des joueurs très intéressants qui peuvent aussi être percutants sur les ailes. Donc je pense notamment à Torgan Hazard qui a joué dans cette position-là en équipe nationale, qui va revenir. Donc ils ont aussi recruté un très bon Mexicain qui pourra jouer sur les ailes aussi. Donc c'est Chino. très intéressant. César Il Huerta. faut surtout pas oublier, et ça c'est quelque chose, c'est pas une excuse non plus parce qu'on a parlé des excuses de Charleroi, etc. Mais faut pas oublier qu'Anderlecht a énormément de blessés dans son noyau. Club de Bruges n'a 0 blessé, donc le club de Bruges joue avec toutes ses armes. Anderlecht ne joue pas avec toutes ses armes, donc ça faut prendre aussi en considération. Quand tu as une petite phrase, elle est signée de Colin Kozemans, le gardien du Sporting d'Anderlecht. Bruges et Genk sont plus forts que nous en ce moment. Bien sûr. Pourquoi? Il est réaliste d'un point de vue tout, niveau du noyau, comment ça tourne, la dynamique. Quand on voit, je crois que c'est Genk, c'est 10 victoires consécutives qu'ils ont sorties à domicile. Ils sont sur une excellente spirale, ça tourne bien. Je rejoins Xavier, c'est que dans ces équipes, la différence peut se faire à droite, peut se faire à gauche, peut se faire dans l'axe, peut se faire du milieu de terrain. Donc c'est quelque chose de plus complet. Donc on sait qu'Anderlecht est en reconstruction. Genk a eu aussi son passage de reconstruction. Ici, ils font une bonne saison. Et oui, l'effectif est meilleur, le niveau est meilleur, il y a tout qui est meilleur dans cette équipe. Donc c'est bien, il était réaliste, il était lucide. Après une interview, après un match, il faut l'être. Donc ça c'est bien. Ouais. Après, je trouve aussi Anderlecht font des choix bizarres. Je suis d'accord avec toi pour le Mexicain. Ça a l'air apparemment selon les highlights, YouTube et tout, ça a l'air d'être un très bon joueur selon les stats aussi. Mais pourquoi à gauche? Pourquoi à gauche? Ils ont déjà Edozi, ils ont déjà Edozi, Torgan Hazard, c'est un ils ont prêt, déjà c'est un Amouzou, prêt. ils ont déjà Angulo. Je crois que c'est le 7e ou le 8e attaquant gauche qu'ils ont. Après, Moi, je César trouve ça Huerta est intéressant. capable de jouer Bien- également sur le Bien côté sûr, droit. Hein. je Ça suis peut être un d'accord, backup à il a du venir. potentiel, tu vois, mais je pense que c'était pas forcément une des priorités parce qu'il y a pas mal de renforts à faire du côté d'Anderlecht. Après, si tu dis, je suis d'accord avec toi, que s'il passe à trois défenseurs, ça peut être intéressant. Mais dans ce cas-là, il faudra recruter beaucoup de défenseurs centraux. Tu mets pas mal de rumeurs et tout Bah, il là-dessus. y en a plein. donc, Parce que là, il y en a des blessés. Est-ce que mettre un Lapage, le premier match comme ça contre le club de Bruges, c'est chaud, quoi. On l'a vu avec, c'est ce qu'avait fait Rick Demille avec Alexis Flips contre le Standard. Son premier match, il l'a mis dans un gros match. Après, il s'est brûlé les pattes. Donc, je pense qu'il y a du potentiel, mais la différence Oui, mais bon, actuellement est trop grosse. c'est le petit-fils de Van Imst, hein, donc Mais la ça va être plus facile pour lui de s'adapter. Mais il a du potentiel, hein. Ouais. Donc j'ai hâte de voir. Mais je trouve que la différence, on peut pas comparer Anderlecht avec Bruges et Genk à l'heure actuelle. Je pense il y a vraiment un écart. Et c'est bien, je trouve, de la part des joueurs, ça je suis pas d'être d'accord. lucide. hein. Tu trouves qu'il y a pas un écart entre Genk et Anderlecht? Mais quand tu compares les deux noyaux, je suis désolé, Anderlecht, juste sur papier, on parle pas du niveau actuel, de la dynamique, de la forme des équipes. Pour moi, quand tu compares, tu prends les deux équipes A, B, tu regardes, tu compares chaque poste avec chaque joueur. Je suis désolé. Tu trouves qu'Anderlecht a un meilleur Et là- équipe mais que j'ai Bruges? pas, non, je dis pas qu'ils ont un meilleur effectif. Je dis qu'ils ont un noyau plutôt similaire en termes de niveau que Anderlecht, De tout que temps. Bruges, pardon. De tout temps, le Sporting d'Anderlecht a toujours été plus fort individuellement, donc il pouvait se permettre d'être beau. Ouais. Donc c'est rentré dans l'ADN en fait du Sporting d'Anderlecht aujourd'hui, puisqu'ils ne sont plus forts individuellement et qu'il y a des équipes qui concrètement sont meilleures, comme par exemple le club de Bruges, ils éprouvent des difficultés à faire ce dont ils ont concrètement
concrètement besoin pour être efficace, c'est-à-dire être sale, être moche, aller sur le terrain, mettre la grinta, etc. Ça ne correspond pas déjà à l'identité innée du Sporting. Et donc je pense que là, il y a vraiment une espèce de... Oui, il y a une ambivalence en fait entre ce que vraiment le Sporting doit faire et ce qui en fait leur est demandé, et j'ai l'impression qu'ils n'y arrivent juste pas. Oui, c'est juste, pour moi, c'est juste ça. Ils n'arrivent pas complètement à se développer, à se dévoiler avec cette équipe-là, mais sur papier, pour moi, je trouve qu'ils ont un très bon niveau. Enfin, je veux dire, on a quand même des Dunker, des Torgan Hazard, des Dunker ne réussit pas oui, vraiment je sais, pour le moment. Je parle sur papier, c'est ça que quand je vais répéter ce que j'ai dit. Faut pas prendre en considération le niveau actuel du joueur, la dynamique et tout ce qui tourne autour aujourd'hui. Je parle vraiment du joueur pur et dur. Quand on compare les joueurs, pour moi, ils ont un effectif similaire à celui du club des Bruges. T'as Donker, Hazard, Vertonghen, ok, il est blessé, il est cramé, je vais bien, mais sur papier, ça reste un excellent défenseur central. T'as des Simic, t'as des Sardella, t'as des Augustinson, t'as des Verskaren, des Léonie, t'as Dolberg, enfin Dreyer, Amouzou, c'est pas mauvais. Enfin, sur papier, ça fait quand c'est pas même mauvais. froid dans le dos quand tu vois le Dunker qu'on a laissé, Oui. qui a signé à Wolverhampton, et celui qu'on retrouve maintenant, qui arrive en prêt avec option d'achat Oui. en provenance d'Aston Villa. J'en parlais justement avec des supporters d'Anderlecht qui même eux sont choqués de voir son état physique. Avant, on me disait comme quoi, avant qu'il parte à Wolverhampton, dans les tests VMA, dans les tests de physique et tout, c'était un des meilleurs d'Anderlecht, il écrasait tout. Et ils étaient étonnés de se dire, il est parti en première ligue, il a été joué à Naples, culture italienne, la défense et tout, et il est revenu dans cet état-là, mais il a régressé de ouf. Et ça vient de la part de supporters d'Anderlecht, hein. Mais ils sont choqués de voir à quel point ce joueur a régressé alors qu'avant de partir, en endurance, c'était quelqu'un, notre Dunker. Hein. Ouais, non, c'est une analyse en tout cas que je partage et que je trouve extrêmement intéressante. Le club de Bruges qui continue en fait tout simplement à faire son travail. On n'a pas l'impression vraiment que lorsqu'ils sont à 100% de leur capacité, quelqu'un peut les embêter en fait. Peut-être le KRC Genk. Est-ce que vraiment on peut dire aujourd'hui que le KRC Genk a les moyens techniques d'embêter le club de Bruges quand le club de Bruges a décidé d'appuyer sur le champignon? Bah, a priori, je dirais peut-être oui, mais on a eu tu penses que oui? Oui, mais on a eu le match il y a quelques semaines, Bruges-Genk. C'est Bruges qui l'a emporté, même si, à 0-0, encore une fois. Et ça, c'est encore une fois une question d'efficacité. Si les autres clubs étaient plus efficaces, je pense que, le club de Bruges aurait un peu plus de difficultés parce qu'il faut pas oublier que Genk c'était 0-0. Arauco Daré manque son penalty, donc ça aurait pu faire 0-1 pour Genk. Et là aussi, contre Anderlecht, si Dreyer ou Dolberg marquent son but, c'est 1-0, donc on est sur un autre match. Le score est sévère. Hein. Pardon? Le score est sévère pour ce week-end. Oui. Je suis d'accord avec Thomas. Le 0-3, pour moi, c'est efficacité chirurgicale, c'est ce qu'il faut retenir. Et c'est pas la première fois du côté de Bruges. Pas la première fois que ça arrive. Mais je sais pas, Xavier, Thomas ou Quentin, est-ce que quelqu'un a une idée des failles actuelles du club de Bruges? Ce pourquoi le club de Bruges pourrait peut-être être battu ou mis en difficulté? Où est-ce qu'on doit appuyer quand on veut faire mal au club de Bruges, Thomas? Bah, sur la vitesse, je pense. Ouais. Surtout les défenseurs centraux, c'est pas les plus rapides. Mais le problème, c'est qu'ils sont assez bons dans toutes les positions. Donc c'est une équipe qui roule, c'est une équipe qui est rodée. Mais on connaît, Xavier a parlé des playoffs tout à l'heure. On l'a vécu l'année précédente. Union pour tout le monde, c'était eux les champions. Au final, c'est Bruges qui est devenu champion d'un scénario incroyable. Et donc on sait pas ce qui peut arriver dans les playoffs. Donc moi, je suis pas forcément convaincu que le club de Bruges sera champion à la fin de saison. Et puis la fatigue peut-être, parce qu'il y a aussi des échéances européennes qui seront très importantes pour le club de Bruges. Donc ça aussi, ça peut avoir une clé. Le Sporting d'Anderlecht qui donc va valider l'arrivée de Enzo Sternal et d'Adrielson ce mardi, donc au moment où on tourne cette émission. Il y a déjà eu le transfert, on l'a dit, de César Chino Huerta. Il devrait y avoir un défenseur central gaucher et également un numéro 8 supplémentaire. Donc quand on dit numéro 8, c'est un joueur qui joue un petit peu plus bas que Sternal. Donc Sternal est un numéro 10. Donc on va jouer peut-être à côté de Théo Léoni. On va chercher un joueur qui serait bon dans sa capacité de relance, mais aussi pour amener un petit peu d'impact, mais avec une qualité technique supérieure. Est-ce que, par exemple, vous qui connaissez le football européen, je vous prends peut-être un peu par surprise parce que je vous avais pas prévenu, mais est-ce qu'il y a une idée, est-ce qu'il y a quelque chose, si vous avez même des profils particuliers, n'hésitez pas à vous lâcher, qui vous plairait dans cette équipe d'Anderlecht pour dire ça va implémenter vraiment un niveau supérieur au collectif. J'en ai un, mais bon, c'est un peu plus compliqué. Je sais pas si un joueur du Stade de Brest irait jouer à Anderlecht, mais je pense notamment à Mehdi Camara.
un ancien de Saint-Etienne et Un joueur de Brest, Mady Camara. Ouais, Mady Camara, ouais, Excellent qui joueur. est excellent. Donc je pense que ce sera un joueur qui serait plutôt adapté au système d'Anderlecht. Mais après, comme je disais, je sais pas si un joueur de Brest Ouais, qui joue avec des serait champions et capable tout. d'aller jouer à Anderlecht à ce jour. Mais sur papier, je pense que ce serait un bon profil. Ouais, dans le profil également, le Maréchal, Félix Le Maréchal, on a tenté du côté du Sporting et il a refusé. Il souhaite pas revenir du côté du championnat de Belgique. Il y a d'autres noms aussi, mais ça je révèle évidemment ça un petit peu plus tard, un peu plus de surprise. On va vous laisser de la surprise bien évidemment. Mais on a parlé du numéro 8, un défenseur central gaucher éventuellement que tu verrais. Oui, ils Quentin. sont sur Van der Heyden qui a joué à l'Union avant, il y a des rumeurs et tout. Mais moi, ce que j'ai hâte de voir, par contre, c'est le jeune de 17 ans de Marseille. Enzo Sternal. Enzo Sternal, parce que j'en ai parlé avec des gens de ma communauté et tout, et j'ai demandé leur avis, justement, et ils m'ont dit, parce que moi je connais pas trop dans les trucs de jeunes en France, mais il a gagné la Coupe Gambardella, ou je sais pas quoi, il était le meilleur joueur et tout, et apparemment c'est un joueur qui a vraiment un potentiel incroyable, et je pense que c'est pour préparer la Prestrojkens d'arriver à le prendre en pur numéro 10, et apparemment on lui aurait garanti plus de temps de jeu parce qu'il a fait 2 apparitions avec les A de Marseille et 17 ans, Anderlecht mise là je pense sur un très bon coup, des retours, moi je le connais pas personnellement, ou j'ai pas vu de vidéo et tout, ou j'ai pas vu de match, mais de supporters marseillais, ils m'ont dit c'est un jeune qui a vraiment un gros potentiel. Donc j'ai hâte de le voir en Jupiler Pro League. Un joueur très très intéressant effectivement, Enzo Sternal. Encore un coup intéressant aussi de la part d'Olivier Renard qui vient tout de suite mettre sa patte. Regardez, à chaque fois, il y a vraiment des targets spécifiques. Parfois, il y a eu une petite dissension entre ce que voulait le staff du recrutement d'Anderlecht et Olivier Renard. Mais là, on lui a vraiment donné les mains libres. Donc, on sent vraiment un directeur sportif qui est en train de mettre en place tout son réseau. Et c'est bien pour le Sporting parce que c'est quand même des bons coups pour le moment. Ouais, en tout cas, sur papier, ça a l'air d'être des bons coups. Après, c'est à eux de presser sur le terrain. Ils sont jeunes. Je pense que Sternal, comme l'a dit Quentin, c'est pour préparer l'année prochaine. Donc, tout doucement. Huerta, faut le temps qu'il s'adapte aussi au championnat ou autre. Donc, je pense que c'est bien pour préparer. Il faut voir les autres transferts qu'ils vont faire. Mais c'est vrai qu'ils avaient besoin de faire quelques transferts, que pour le moment c'était un petit peu pauvre dans la qualité de jeu, et j'espère que elle va s'améliorer avec ces transferts-là, quoi. Donc jusqu'à présent, avant de faire l'émission, comme ça on fait le petit topo sur les défenseurs centraux gauchers. Nobel Mendy, c'était en stand-by. Donc on était pour le moment du côté du Sporting en attente sur ce dossier. Par contre, si Van der Heyden, je pense que ça ne le fera pas. Ça ne devrait pas être lui, en tout cas le défenseur central gaucher. Voilà, plus d'infos à suivre évidemment comme d'habitude, je le dis souvent sur X, mais voilà, ça c'est le topo actuellement sur le Sporting d'Anderlecht, mais il va falloir quand même un défenseur central gaucher pour remplacer Jan Vertonghen parce que c'est terminé. Je l'avais dit en plus, toi, tu me dis ouais, Vertonghen va revenir, il s'est encore blessé un mois, 6 semaines à l'entraînement. Mais c'est toujours pas fini, on verra. Moi, il a failli revenir. Ouais, il a failli revenir, il est revenu en il s'est chauffé quand même. Franchement, grand respect à sa carrière, mais pour moi, comme j'ai dit, il est finito. C'est le gros dossier du Sporting quand même, le remplacement de Jan Vertonghen cet hiver, et puis ça le sera aussi à mon avis cet été, parce que là on sent peut-être qu'il jouera quelques matchs, mais on va pas pouvoir compter sur un joueur à 100% de ses capacités pour aider le Sporting à aller briller en play-off. On est d'accord quand même là-dessus, Thomas. On verra, on en reparlera. Non mais on verra, t'es pas d'accord avec ça? Si tu n'es pas d'accord, dis-le. A priori, non. Mais argumente, pourquoi tu n'es pas d'accord? Parce que moi je crois toujours en ce joueur. Je pense que la saison dernière, il a montré qu'il était hyper important pour Anderlecht. Certes, ok, cette saison c'est compliqué niveau blessure, mais je crois encore à un retour favorable pour le joueur qu'on adore du côté d'Anderlecht. Ouais, c'est pas très argumenté tout ça. C'est pas passer à autre chose. C'est pas grave. On va te donner l'occasion de parler encore. Je peux pas dire de plus. Il est blessé, donc à ce jour, oui, je suis complètement d'accord avec vous. Mais tu penses qu'il peut revenir à 100% de ses capacités? C'est ça la question. En forme, 100% de quoi? 100% de la saison dernière ou 100% de ce qu'on a connu de Vertonghen? C'est ça la question. Non, par rapport à son niveau de la saison dernière, oui, évidemment. Celui avec le Sporting, le niveau qu'il a été, est-ce qu'il peut l'égaler? Il a encore au minimum. Il a égalé, peut-être pas, mais un peu inférieur, mais assez bon pour pouvoir faire des bons playoffs. Sachant que dans 4 mois, c'est pas sa saison, c'est sa carrière qui est terminée. Parce qu'il a dit qu'il arrêtait. Il fera les meilleurs playoffs de sa vie, voilà. Okay, ça va, n'importe quoi. Allez, on passe maintenant à la patte de l'expert. C'est évidemment le moment où un de nos experts nous fait croustiller un petit moment et une analyse bien particulière. Aujourd'hui, c'est Thomas qui s'y colle et on va parler du dispositif tactique que pourrait mettre en place éventuellement, s'il le souhaite, Rick Demille, l'entraîneur de Charleroi. En effet, parce que Rick Demille aujourd'hui joue dans un 4-2-3-1, donc avec 2 ailiers, un attaquant, un 10 de milieu et 4 défenseurs, donc un arrière droit et un arrière gauche. Quand on regarde, quand on analyse l'effectif de Charleroi, on en a déjà parlé aujourd'hui, c'est très bon, je le dis depuis le début de saison, quand tu regardes les qualités des joueurs dans l'individualité, c'est vraiment très fort. Mais je pense que ce que Rick Demille devrait
essayer et tenter, il l'a déjà fait une fois cette saison, mais il a pas réédité le match d'après, c'est de jouer aussi en 3-4-3. Non, pas en 3-4-3, je me trompe. 3-2-3-1. Donc avec ou avec deux attaquants, ça dépend. Enfin, moi j'irais peut-être plus vers deux attaquants parce que tu as parlé notamment 3-4-2-1, tu veux dire. Oui, non 1-2. Donc deux attaquants, donc avec un 10 et deux attaquants. 3-4-1-2. 3-4-1-2. Ouais, les chiffres c'est compliqué hein. Vous l'avez vu tout à l'heure Ah, mais tu n'as pas le tableau, sinon tu aurais pu argumenter oui, c'est avec vrai, le tableau sur YouTube. Mais je m'emballe avec Yes. ouais. Bref, du coup, je partirais plus sur un dispositif avec deux attaquants parce que tu as notamment parlé tu n'as pas parlé, tu as tweeté plutôt, on va dire ça comme ça, la semaine dernière, qu'il y avait un potentiel intérêt envers Gianni Bruno. C'est le cas. Donc si ce transfert se concrétise, ce serait l'idéal pour Charleroi. Et par contre, si on prend ce joueur-là, on ne pourra pas jouer avec un seul attaquant parce que c'est un joueur aussi qui préfère et qui explose avec deux attaquants. On l'a vu du côté de Zulto Argem et de Saint-Tron. C'est dans ce type de dispositif que Gianni Bruno est le meilleur. Donc c'est pour ça que je suggère à Rick 2000 de changer. Et surtout aussi pour les pistons parce qu'on a un Petris très bon en tant qu'arrière droit, mais je pense qu'il sera encore nettement meilleur en tant que piston droit. Du côté gauche, on a Draxnez, certes, c'est un profil un peu plus défensif, mais on a une alternative, Nzita, qui jouait dans ce dispositif la saison dernière du côté d'Hubert Scott. Donc pour moi, ce serait le plus adaptable parce qu'aujourd'hui, on a un Charleroi qui joue bien, qui combine bien, mais c'est pas assez tranchant. Et le fait d'avoir des backs plus offensifs, Et ça plus mènera, d'attaquants. voilà, et ça mènera plus de phases offensives et des actions abouties. Et la question que je te pose, qu'est-ce que tu fais avec tous les ailiers que tu as dans l'effectif? Tous les ailiers, t'en as deux. Tu me parles de Guiagon et Bernier. Mbenza, Mbenza, titulaire. Mbenza, non mais Mbenza, les gars, quand il jouait à son meilleur niveau du côté de Charleroi, c'était dans ce dispositif-là avec Mazou. Il jouait à droite en tant que piston, donc a priori, si tu veux mettre Mbenza à gauche en piston, moi ça me va. Mais aujourd'hui, à droite, pour moi, c'est Petris, c'est l'incontournable. Mais après Bernier, bon pour moi, que ce soit un ailier ou pas, pour moi actuellement, c'est pas un joueur titulaire qui a le niveau nécessaire pour être au top en D'accord. Belgique. Donc pour moi, c'est un joueur qui doit trouver sa place sur le banc. Et Guiagon, c'est un joueur qui peut parfaitement jouer en soutien d'un attaquant ou bien en 10 à la place de Heyman. Ah si bah toutefois, parfait, évidemment. Ça, c'est ouais. une évidence. Je pensais plutôt aux joueurs de côté qui sont moi, Antoine le Bernier, seul- Alexis Phillips, etc. Alexis, Alexis peut aussi jouer dans l'axe. en c'est 10, vrai, donc c'est vrai. le Ça seul peut être intéressant. problème, Ouais. parce que je savais que cette question allait tomber, c'est Bernier. Mais Bernier, pour moi, c'est pas un joueur incontournable dans cet effectif, donc pour moi, on peut s'en passer. Quand Ça il te fait des bons matchs, ça te quand fait même, beaucoup de joueurs pour le poste de numéro Et- 10. et- Guiagon, non. Heymans, Flips, non. Ouais, ça veut dire qu'il faudrait déjà restructurer tout. Moi j'ai pour dit le- Guiagon, c'est pas le mettre en 10, j'ai dit tu peux le mettre en 10, mais pour moi c'est en soutien de l'attaquant, le numéro 9 que tu le Ah, mets. comme deuxième attaquant. Oui, quoi. voilà, en Ah, deuxième attaquant. ok. Et Flips en 10, mais bon, même Flips, on parle de Flips aujourd'hui, mais Flips ne joue plus. Donc que ce soit en 4-3-3 ou avec un dispositif avec deux attaquants, il ne joue pas. Donc c'est pas ça qui va faire la différence aujourd'hui. Bien sûr. Donc voilà, Rick 2000, si tu regardes cette émission, Je vais l'appeler. Intue, le dispositif proposé évidemment par Thomas. On va pas continuer en néerlandais. Hein. On a évidemment des émissions super comme Baliman qui parlent en néerlandais. Nous, on est francophones, donc Voilà. on souhaite. D'ailleurs, on embrasse les amis Alex Mestag et toute la bande. Eh bien, on va passer maintenant au moment que vous attendez tous. C'est le moment du trophée, c'est le moment du Football Time Award. Le Football Time Award, si vous ne le savez pas, eh bien c'est le moment où on va délivrer nos joueurs de la semaine. Ils vont comptabiliser des points et au terme de l'année, il y a un classement général qui est déjà assez intéressant sur lequel on reviendra avec Thomas et qui va déjà, à mon avis, être assez riche en enseignements, qui va pouvoir être construit. Et puis à la fin de l'année, évidemment, on offrira le trophée du Football Time Award au joueur de JPL qui le gagnera. Je vais commencer avec le mien, comme ça après vous allez avoir toute la liberté pour dire le vôtre. Je vais parler d'Ilay Camara, tout simplement. Ilay Camara, joueur du Standard de Liège, meilleur joueur actuel du Standard de Liège, tout simplement parce qu'il est plus fort et c'est surtout le joueur le plus créatif, le seul joueur créatif. Là où par contre on aurait pu l'attendre dans le milieu de terrain, finalement le joueur qui crée plus la différence techniquement, eh bien, il joue sur le côté gauche. Il s'appelle donc Ilay Camara. Je le trouve absolument impressionnant. Il tente des dribbles. On le sent complètement libéré. C'est un joueur, en plus de ça, qui est relativement beau à voir. Il amène ce spectacle dont on a besoin. Et en plus, il joue pas à son poste. Parce qu'on a mis Fossé à son bon poste, c'est-à-dire dans cette position de piston droit. Il est obligé d'aller sur la gauche. Et sur la gauche, il est excellent. Donc, Ilay Camara, franchement, bravo. Aussi un bon début de saison pour le belgo-sénégalais. Potentiel Diable Rouge, si tu le mets sur le côté gauche et dans le système que j'ai proposé, c'est le joueur idéal
aujourd'hui. Exactement. Donc encore une fois la preuve qu'on a des joueurs avec des potentiels hyper intéressants à ces positions-là. Ouais, ça pourrait peut-être bouger encore en janvier, mais ça on y reviendra. Xavier, ton joueur de la semaine. Moi, j'ai pris un joueur de Saint-Tron qui a pas encore de points dans le classement. C'est Andrés Ferrari. J'avais envie de mettre en avant, tout simplement. Il a mis un super but. Peut-être déjà le but de l'année, alors qu'on est que mi-janvier, avec, il a lobé le gardien après 5 minutes du milieu de terrain. Donc, franchement, je trouve que ça méritait quand même d'être mis en avant ce week-end, même s'il a pas forcément des stats folles pour le moment, avec 3 buts et une passe décisive. Il a un depuis nom le de début famille la saison. italien, mais il est uruguayen. C'est ça. Et il vient de Villarreal B, donc il a quand même une bonne formation. Mais c'est vrai que voilà, vu son but cette année, ce week-end, j'étais un peu obligé de le choisir, je trouvais. Andrés Ferrari, c'est bien. Ah, regarde ce que Thomas est en train de me faire. Non, Il mais- me fait le signe de, pour ceux qui sont en podcast, évidemment, de passer la main tout de suite à Quentin. Ouais. Pourquoi est-ce que je dois passer la main à Quentin? Tout simplement pour parler à la fin du classement que ce soit fini, tout simplement. Ah, mais oui, cet homme a évidemment l'émission Mais dans bon. la tête. Il a bien raison, Quentin, Ouais, ton j'y joueur de vais, la hein. semaine. Ouais, Ferran Jungla, grosse surprise. Je m'attendais pas à ce qu'il soit titulaire, alors que Nilsson était revenu de blessure. En 3 mois, il a eu 2 titularisations en Jupiler Pro League. La dernière, c'était en fin novembre contre Dender, où il met aussi également un goal. Et là, il met les 2 premiers buts à Anderlecht. Donc, pour moi, ça fait énormément de différence. C'est un joueur qui est toujours là, je trouve, à mouiller le maillot, à se donner à fond et tout. J'aime bien un peu cette mentalité de guerrier, toujours se battre, toujours se donner, mouiller le maillot. Et donc, je le récompense en plus avec les 2 buts à Anderlecht. Ah, au début du mercato, en plus, Bruges pensait à le vendre. Ouais, Donc, ça m'étonne pas. voilà, c'est bien. Maintenant, il commence à montrer ce dont il est capable. Ça veut dire qu'il veut rester. Ça veut dire qu'il est impliqué. Malgré ça dans la tête, il a montré, il est en Ouais, train de franchement. prouver. En tout cas, c'est son premier point, pour le Football Time Award. Donc voilà, effectivement, Jungla intéressant. Thomas, le joueur de la semaine et puis derrière le classement général. Voilà, c'est ça. Donc moi, je vais prendre aussi un joueur de Bruges, mais pas du club de Bruges, mais du cercle de Bruges. Quand même assez fou parce que j'aurais jamais pensé sortir un joueur du cercle de Bruges avec tout ce que j'ai déjà dit cette saison par rapport à ce club. Tu les as Mais- défoncés, absolument. Oui, clairement, mais je voilà, C'est pour ça j'assume. qu'il a mis du vert. Hein. J'assume, ouais, voilà. Il vient pour s'excuser, en fait. C'est ça le show-off. Voilà. Magnifique. Donc j'ai pris Gary Magnet. Ok. Un excellent joueur, franchement, c'est pas son premier match, c'est pas son premier bon match cette saison, il est vraiment exceptionnel. Il a donné 6 passes clés dans cette rencontre, il a créé 3 grosses occasions, il est auteur d'un assist, il a été hyper bon, techniquement aussi, rapide, défensivement, excellent. C'est vraiment un joueur avec un fort potentiel, on l'avait déjà remarqué du côté de Penn, et encore une fois, c'est à une position depuis son droit, un Belge, potentiel. Moi, franchement, je serais pas étonné si dans 2-3 ans, il serait Diable Rouge parce qu'il a vraiment un très fort potentiel. On a parlé du départ de Siquet. Franchement, là, je pense que c'est un des seuls profils qu'on a plutôt bien remplacé du côté du cercle de Bruges. Et je le trouve même un petit peu meilleur que Siquet parce que il est aussi responsable des phases arrêtées. Techniquement, je le trouve meilleur que Siquet et j'aime beaucoup Gary Magnet. Magnier, meilleur que Siquet. Une petite Ouais. réaction, Quentin? Ah, moi, j'adore Ah, Hugo Siquet, Mais donc, moi aussi, moi aussi, je suis un grand fan de Hugo Siquet, mais dans la qualité pure et dure du joueur, je trouve que Gary Magnet a un Ouais, il est plus de décisif. potentiel. Je pense qu'il a plus Il de est plus- potentiel ouais. pour être décisif. Voilà, il est arrivé cet été, il est déjà auteur de 3 passes décisives et 4 buts, alors que c'est un arrière droit. Je pense que Siquet n'avait pas d'aussi bonnes stats. Non, c'est un bon joueur, Ouais. Magnier. Déjà, Open, il était vraiment bon. Voilà, Hugo Siquet qui revient quand même plutôt bien. hein, Oui, du c'est côté sûr, du- j'adore, Ah, c'est le pas ça. goal qu'il nous a mis là en décembre. Et voilà, Ah. c'est aussi Siquet, c'est aussi Incroyable. un joueur qu'on peut parfaitement mettre en piston Putain, droit. vas-y, va reprendre Ah ton ouais, jeu. non, mais Je commence à me demander si Thomas n'est pas data analyst pour la fédération Non, mais belge. clairement, parce que je vous le dis, vraiment, on a beaucoup plus de potentiel en tant que piston qu'en arrière gauche et arrière droit. En tout cas, c'était très intéressant. Gary Magnier, on n'y aurait pas pensé. Et effectivement, c'est un joueur qui a souvent été, qui est dans notre championnat, qui est là en tant que bosseur, un travailleur. Il n'arrête pas et il progresse petit à petit. Donc, bon choix, Gary Magnier. C'est bien d'en avoir parlé. Ça méritait évidemment. Bah, écoutez, messieurs, je pense qu'on arrive au terme de l'émission, tout simplement. Je vous remercie d'avoir été présent. On se retrouve la semaine prochaine avec peut-être des surprises. Thomas, tu voulais parler de quelque chose? Non, on a oublié quelque chose, le classement. Parce Ah, que le j'ai tellement- classement. j'ai J'oublie tellement- tout le temps le classement, mais c'est vrai. Mais on ne sait pas qui va gagner le trophée si on oublie le classement, absolument, Thomas. J'ai tellement parlé de Gary Magnet que j'ai presque oublié le classement. Donc le classement actuel du Football Time Award, on a un top qui est quand même assez homogène parce qu'on a plusieurs joueurs avec 4 points. Donc vous les voyez ici, notamment Bertaccini, El Saafi, Rouf. Donc il y a plusieurs joueurs, Thierry aussi, il y a plusieurs joueurs qui ont 4 points. Donc il est temps que quelques joueurs se démarquent. Et peut-être que dans la deuxième partie de saison, on va complètement renverser le tableau, qu'il y aura plein de nouveaux joueurs, plein de surprises On verra. et plein de nouveaux éléments aussi. Voilà, on en a déjà cité pas mal.
tout peut encore changer dans ce classement. Il peut encore se passer plein de choses. Exact. C'est bon, je peux te remercier maintenant, mon Thomas. Voilà, vous pouvez disposer. C'est un excellent travail qui a été fait. Bravo, félicitations. 9 sur 10 pour aujourd'hui, parce qu'on vise évidemment la perfection. Xavier, merci beaucoup. Avec plaisir. Bisous au bébé. Oui. Comment va-t-il d'ailleurs, le Mais bébé? va bien, il grandit dans 3 mois, il va à l'école. Donc, Wow le temps Et passe vite. on grandit. Vous savez, des nouvelles du bébé chaque semaine. Ça, c'est génial avec Xavier. Allez, prenez soin de vous, prenez soin des autres. On se retrouve la semaine prochaine et il va y avoir encore plein de surprises. On vous l'assure. C'est ici, le football belge. Et surtout, dans sa qualité la meilleure, c'est le Football Time, évidemment. Ciao, ciao!